Bonjour et bienvenue dans cette troisième séquence de notre MOOC sur les troubles de l'humeur et du comportement. La communication, quelques généralités à connaître indispensables. Communiquer, c'est faire passer quelque chose, faire partager à quelqu'un un sentiment, un état, transmettre à quelqu'un un savoir. Communiquer est donc un processus actif. Il va s'agir de faire passer, de transmettre. C'est un acte de mise en relation avec autrui. Nous verrons que l'on communique toujours, même passivement, même pour maîtriser le message, il faut être actif et intentionné. Les modèles pionniers de la communication sont élaborés par des auteurs comme Shannon, Wiener, Weaver. Ces auteurs ont décrit que pour communiquer, il faut être deux. Un émetteur et un récepteur. C'est important. Ce qui signifie déjà que l'on ne communique pas tout seul. Rien que ce point va nécessiter des discussions plus approfondies. Car combien de professionnels du soin ont l'impression de communiquer car ils informent à haute voix. Mais qui et où sont les récepteurs et est-ce qu'ils sont capables de décoder le message qui est envoyé? En effet, un autre rapport de ces auteurs est d'avoir attiré l'attention sur le bruit, ou plus exactement la déperdition de sens entre le message transmis et le message reçu. Or, nous sommes ici déjà au cœur de la problématique Alzheimer, car pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, le message peut être altéré par les déficits cognitifs eux-mêmes. D'où la nécessité de maîtriser ce message. Alors on distingue classiquement deux grandes formes de communication, comme vous le savez, la communication verbale et la communication non verbale. Il faut y ajouter la communication mixte qui se réalise le plus souvent lorsque les deux personnes sont en relation et qui consiste à mixer le verbal et le non verbal. Alors la communication verbale, qui vient du verbe, verbal, verbe, c'est le mode de communication qui utilise les mots, donc des signaux linguistiques, afin de coder nos messages et de les transmettre à autrui. Cette communication verbale permet d'être relativement précis. Notre langage verbal est le plus souvent produit par la voix, bien qu'il y a aussi le langage des signes. Il est composé de signes reliés qui traduisent un sens, ce qu'on appelle la sémantique. Selon une organisation précise, c'est la syntaxe et la grammaire. Alors souvent, les difficultés verbales de la personne atteinte de troubles cognitifs sont indéniables. Cependant, il ne faut pas oublier de les écouter, car on est à la fois émetteur et récepteur. Un autre point qui est fondamental, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Alors on doit cette formulation à Paul Václavic, un psychothérapeute de l'école de Palo Alto aux États-Unis, qui a apporté des avancées fondamentales sur la compréhension des ressorts de la communication générale et de la communication non verbale en particulier. En effet, pour Václavic, la communication, ce n'est pas qu'une affaire de contenu. Bien au contraire, le contenu, autrement dit les informations pratiques et réelles transmises, ne serait qu'un sous-ensemble d'une communication plus globale. L'ensemble principal, la communication globale, se joue dans la relation entre les deux personnes. L'auteur met aussi en évidence l'importance de la communication sur le comportement et a fortiori sur les troubles du comportement. Si un professionnel rentre dans une chambre, dans la chambre de la personne qui a une maladie d'Alzheimer, en étant tendu, pressé, excédé, en sachant par avance qu'elle va avoir des difficultés, peu importe les mots qu'elle va prononcer. Ce qui va être retenu par la personne atteinte de troubles cognitifs, c'est la tension et les problèmes imminents qui vont se passer entre ces deux personnes. Ainsi, si l'on admet que dans une interaction, tout comportement a valeur de message, il s'ensuit que tout est communication. Notre comportement est communication. La communication avec les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Nous avons vu dans notre précédent MOOC que dans le vieillissement normal, les fonctions sensorielles allaient progressivement s'affaiblir. Plus on monte en âge et plus les capacités sensorielles telles que l'audition ou la vision vont théoriquement s'affaiblir. Dans le meilleur des cas, il s'agira d'une simple baisse d'audition, mais dans certains cas, on parlera davantage d'une presbyacousie, voire d'une surdité. De la même manière, avec l'âge, les sons aigus seront moins finement perçus que les sons graves.
Au début, cela ne gêne pas notre quotidien, mais à partir de 60 ans, cette perte des fréquences aiguës retentit sur la qualité de compréhension d'une conversation. Surtout lorsqu'il y a réverbération du son, comme dans une église par exemple, ou des endroits où il y a un écho, ou même plusieurs conversations simultanées, comme dans une salle de restaurant par exemple. Les troubles sensoriels et cognitifs se majorent mutuellement. Alors ce qu'on appelle l'effet cocktail party, qui est un effet important à connaître, c'est la capacité que possède le cerveau à inhiber un certain nombre d'informations parasites. Imaginons que nous soyons dans une réception avec beaucoup de monde qui parle en même temps et un orchestre. Nous parvenons quand même à nous concentrer sur notre discussion avec notre voisin de table, jusqu'à un certain seuil de bruit parasite, et malgré le fait que le son de sa voix soit inférieur ou simplement fasse partie du brouhaha environnant. Avec l'âge, par contre, nos capacités de concentration et notre efficacité sensorielle diminuent, ce qui fait que cet effet cocktail party, donc pouvoir se concentrer sur un seul individu au milieu du bruit, deviendra de plus en plus coûteux en attention. Si nous avons des troubles sensoriels ou cognitifs, cela deviendra même impossible. Ainsi, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, placée dans un cadre tel que celui-là, un salon, une salle de restaurant dans lequel de nombreux bruits et des conversations sont perceptibles, aura le plus grand mal à comprendre son interlocuteur. D'où la nécessité de réduire les sources de bruit, de faire en sorte de compenser la capacité cocktail party qui n'est plus réalisable, ainsi que les pertes d'audition liées à l'âge ou aux troubles cognitifs. On fera par exemple attention à éteindre la radio ou la télévision et à limiter le nombre de discussions simultanées. Donc maintenir une atmosphère calme. Dans le même ordre d'idées, on va prendre en compte que les atmosphères musicales ou bruyantes, voire énergiques, ateliers dynamiques, etc., ne doivent pas durer trop longtemps, tandis que l'instauration d'un climat calme, lui, doit se réaliser la majorité de la journée. Et encore, on fera attention à parler à une personne en face à face et non à côté du fauteuil, et encore moins derrière une personne âgée, et si nécessaire, on se rapproche de son oreille. Derrière une personne âgée, elle ne peut pas nous entendre et elle ne peut pas nous voir. Qu'est-ce qu'on appelle le parler personnes âgées? Le parler personnes âgées, ou encore le parler mémé et pépé selon certains, est une modification du langage envers les personnes âgées qui est en partie due à des stéréotypes sur le vieillissement et en partie due à des automatismes professionnels. On ne s'en rend plus compte. Alors qu'est-ce que c'est? Par exemple, un rythme plus lent et un volume plus fort. On parle à tout le monde, toutes les personnes âgées, comme si elles étaient à moitié sourdes. Certes, on vient de voir qu'il y avait une baisse de l'audition avec l'âge, mais pas chez tout le monde, et il n'est pas nécessaire de systématiser une voix plus forte. Pareillement, on va parler avec une intonation, une articulation exagérée. De la même manière, les professionnels de santé ont tendance à ne plus se rendre compte de leur intonation, de leur articulation, qui est de plus en plus prononcée. Autre point important et récurrent, l'utilisation intentionnelle d'un vocabulaire simple et de pronoms collectifs. On va entendre des phrases comme « nous allons bien aujourd'hui » ou encore « on va prendre la douche ». Ce sont des phrases qui ne sont pas comprises et appréciées par des personnes atteintes de troubles cognitifs comme nous pouvons les comprendre. Le « on », par exemple, ça signifie « on y va ensemble ». Donc, on va prendre la douche ensemble. Voyons à présent ce qu'on appelle les codes de base de la communication. Quels sont ces codes de la communication qui sont fondamentaux? La prise de contact verbal et les codes de communication interpersonnelle sont des repères inconscients de notre quotidien. Pourtant, nous sommes capables de ne pas les appliquer dans certains cas si nous avons un cerveau en pleine intégrité. On peut les oublier quelque peu si on s'adresse à des personnes normales. Par contre, des personnes atteintes de troubles cognitifs, il va falloir que nous soyons très clairs sur ces codes de la communication. Si on a des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs, on va faire attention en premier lieu à avoir un contact visuel. On peut comprendre qu'une personne qui ne nous regarde pas et pas dans les yeux s'adresse quand même à nous si on n'a pas de troubles cognitifs. Par contre, avec une maladie d'Alzheimer, c'est juste pas possible. On ne se rend pas compte que la personne s'adresse à nous. En second,
avec les troubles de la mémoire dus à la maladie d'Alzheimer, se présenter à nouveau à la personne est important, même si ce n'est pas la première fois qu'on la voit. Ça doit faire partie du travail habituel avec des personnes atteintes de troubles cognitifs. On se représente à chaque fois. En 3, on a le corps d'une discussion, qui lui aussi est un repère et qui est plus ou moins long. Et enfin, en 4, en quatrième repère, on a la fin de la discussion. Ici encore, avec toutes nos facultés cognitives, on peut comprendre qu'une personne soit appelée ailleurs ou que pour une raison ou l'autre, la discussion se termine de manière un peu abrupte. Mais avec des troubles cognitifs, il est important de signifier clairement que l'on met fin à la discussion. Sinon, la personne ne comprend pas pourquoi on a interrompu cette discussion. Maintenant, nous allons aborder tout ce qui concerne la communication verbale et en particulier les troubles de cette communication verbale. Les troubles de la communication verbale d'une personne atteinte de troubles cognitifs évolutifs, comme c'est le cas dans la maladie d'Alzheimer, s'appellent, on entend fréquemment ce terme surtout en institution, des aphasies. Ces aphasies sont caractéristiques et concernent à la fois la production et la compréhension du langage. La compréhension est souvent plus longtemps préservée que la production du langage. Mais dans la pratique, il est plus aisé de se dire que ce qu'une personne peut produire comme langage reflète aussi dans une certaine mesure son niveau de compréhension. Cela permet de s'adapter en tant que professionnel de l'accompagnement. Une réduction de vocabulaire est l'aspect le plus notable de l'aphasie. On a une réduction du nombre de mots que l'on peut produire. La personne atteinte perd l'usage des mots. Mais cette perte suit une double logique, elle ne se fait pas n'importe comment. On perd les mots selon leur fréquence d'usage et selon leur complexité. Autrement dit, on se souviendra beaucoup plus longtemps du mot maison, qui en termes de fréquence est enregistré dans un grand nombre de nos traces en mémoire, que par exemple du mot hippocampe ou encore glycémie, qui sont enregistrés beaucoup moins souvent dans notre mémoire. Ce deuxième exemple, glycémie, c'est à dessein, car tout le vocabulaire médical peut être concerné et peut déstabiliser une personne qui a Alzheimer et qui ne comprend plus ce que signifient ces termes. D'où la nécessité d'éviter de jargonner. La production verbale écrite est aussi atteinte, et ce, dès les premiers stades de la maladie. Comment est-ce que ça se manifeste? Surtout une dysorthographie de surface, et on ne sait plus exactement comment s'écrit un mot. Ensuite, le réseau sémantique peut être atteint, et la liaison entre un objet et son nom peut poser problème. Par exemple, la photo d'un zèbre sera dénommée cheval. A noter cependant que la lecture verbale est intacte plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un processus automatique qui fait appel à la mémoire procédurale. Du coup, on ne peut pas s'empêcher de lire un mot ou une phrase. Cette mémoire procédurale n'est pas ou peu lésée dans les formes légères à modérées de la maladie. Donc, l'intérêt pour pallier au déficit sensoriel visuel, pour que la personne avec trouble cognitif ait encore la possibilité de lire, c'est de lui permettre de lire régulièrement. Enfin, nous pourrons observer ce que nous appelons des paraphasies phonémiques, c'est-à-dire des inversions de syllabes, ou des paraphasies sémantiques. Un mot est remplacé par un autre du même champ sémantique, comme c'est le cas dans notre exemple pour le cheval et le zèbre. On retiendra en tout cas que dans les formes les plus habituelles de la maladie d'Alzheimer, il y a un lien très étroit entre les troubles du langage et les troubles de la mémoire. Alors, comment améliorer sa communication avec des personnes atteintes de troubles cognitifs? Alors tout d'abord, il y a l'écoute. Donc, ne pas interrompre la personne et ne pas parler à sa place pour aller plus vite. C'est ce qu'on a tendance à faire, à terminer leur phrase. Non, leur laisser le temps de s'exprimer. Il s'agit principalement de s'adapter au rythme de compréhension et de production de la personne. Dire à sa place, ça ne va pas l'aider. Alors, on utilise des mots d'une haute fréquence. Comme on l'a vu, ce sont des mots qui vont rester beaucoup plus longtemps. On évite le jargon médical. On peut reformuler, on peut compléter les productions spontanées par des phrases courtes. Vous vouliez dire que, si je vous comprends bien. On fait attention également à ce que notre timbre de voix traduise une attitude pleine de réceptivité, de bienveillance et d'empathie. Ici, on est déjà en lien avec la communication non verbale que nous allons voir par la suite. On essaye d'être clair et logique dans notre discours et nos intentions, même si la personne n'est pas logique. Nous, on doit l'être. On évite les mots abstraits.
On parle concret. Le mot atmosphère, qui est abstrait par exemple, va partir beaucoup plus vite avec la maladie que le mot chaleur, qui est plus concret. On peut également, d'un point de vue plus technique, utiliser cette technique de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on commence par parler comme on le ferait avec n'importe quelle autre personne, puis si on voit que ça ne passe pas bien, on simplifie notre discours, et si ça ne suffit toujours pas, on peut utiliser des choix multiples, et en tout dernier recours, des choix en oui ou non, c'est ce qu'on appelle des choix forcés. Abordons à présent la communication non verbale et les éléments non verbaux importants. La communication, et non verbale en particulier, sera développée plus longuement dans un MOOC spécialement consacré, mais il est impératif de savoir que la communication non verbale a un rôle fondamental dans l'apparition des troubles du comportement. Ainsi, tâchons de la décrire et de savoir pourquoi. Nous ne communiquons pas seulement par la parole, bien au contraire. Des éléments non verbaux vont venir appuyer, modérer ou complètement contrecarrer la communication verbale, c'est-à-dire notre discours. Quels sont ces éléments? D'abord, nous avons les gestes. Les gestes qui sont utilisés en complément du langage verbal, pour souligner, pour accompagner la parole, pour la ponctuer, pour mieux la faire comprendre. Nos gestes peuvent être volontaires ou involontaires. Ils peuvent être marqués ou discrets, fluides ou saccadés, apaisants ou nerveux, en adéquation avec le discours ou trahissant à l'inverse nos véritables intentions. Il est important d'avoir conscience de nos gestes car les personnes qui ont des troubles cognitifs avec des difficultés à comprendre le langage verbal y seront beaucoup plus attentives. Le regard ensuite, qui est le premier signe d'attention et de reconnaissance. C'est un élément structurant de notre psychisme. Il peut à lui seul remplacer ou contredire tous les autres signes verbaux. J'ai vu dans ton regard le contraire de ce que tu viens de me dire. Ça, on peut l'entendre souvent, ou de temps en temps. Certains auteurs parlent d'accrochage visuel. Il s'agit de véritablement fixer l'autre et d'attirer son regard. Cela signifie qu'on le reconnaît et qu'on lui accorde une importance. Les personnes avec une maladie d'Alzheimer utiliseront beaucoup le regard et chercheront à capter celui d'autrui. Si elles n'arrivent pas à le capter, elles ne vont pas se sentir bien, elles ne vont pas se sentir en relation avec quelqu'un. La voix est extrêmement importante aussi. Elle permet d'approfondir le langage verbal en modulant via le ton, un ton doux, maternel, sévère, poli, enfantin. Notre communication, afin qu'elle soit perçue comme nous le souhaitons, est modulée par le ton de notre voix. Il a déjà été établi qu'un texte qu'on lit avec des intentions et des modulations émotionnelles, comme par exemple au théâtre, peut être retenu avec des détails extrêmement précis, tandis qu'un texte qu'on lit d'une manière, ou qui est lu d'une manière monocorde et monotone, c'est pratiquement impossible de le mémoriser. Il est ainsi important de tenir compte de ces points et de comprendre qu'ils s'ajoutent aux difficultés cognitives et de compréhension. Notre voix est un outil non verbal essentiel de modulation de notre communication. Plus la maladie neurodégénérative avance, et plus le toucher, lui aussi, est important. Il devient une véritable communication-expression, principalement pour apaiser l'anxiété, pour gagner la confiance, mais aussi pour marquer l'affection ou juste l'existence du sujet humain. Donc il ne faut pas avoir peur et ne pas hésiter à mettre la main sur une épaule, ou à serrer la main. Par contre, il faut tenir compte de certains renversements. C'est-à-dire que dans certains cas, c'est la minorité, mais chez certaines personnes, la perception du toucher va devenir avec la maladie plutôt désagréable et ressentie comme invasive. Donc il est important de repérer ces personnes et de prendre les mesures nécessaires pour respecter cette sensibilité, car ça fait partie des soins et d'un accompagnement adapté. Voyons à présent comment se découpe une communication. Le découpage d'une communication, selon ses aspects verbaux et non verbaux, a été à de nombreuses reprises étudié. La plus connue, un peu controversée des études est celle d'Albert Mehrabian en 1967, qui trouvait que la répartition des éléments de compréhension d'une communication globale reposait pour 7% à peine sur les mots eux-mêmes, donc la communication verbale pure, 38% pour le ton de la voix et 55% pour le non-verbal gestuel. Ces résultats ont cependant été mal utilisés et ce sont des études qui comportaient quelques limites expérimentales évidentes. Mais ça n'empêche que, effectivement, les mots comptent pour la minorité
de la compréhension d'une communication, alors que le non-verbal est majoritaire. Intuitivement, on aurait tendance à penser que c'est l'inverse. Pas du tout. Si on rentre dans une chambre et que l'on dit « Bonjour monsieur, est-ce que tout va bien ?» mais qu'on le dit avec une voix stressée, la personne, elle ne va pas tenir compte du « Bonjour monsieur, est-ce que tout va bien ?» elle va tenir compte du stress. Donc il est également très important, lorsqu'on travaille avec des personnes atteintes de troubles cognitifs, de faire attention au ton de notre voix et à notre communication gestuelle. Comme nous l'avons déjà évoqué, nous pouvons, en tant que professionnels, tenir un discours informatif et adapté, mais sans en avoir conscience, utiliser un ton de voix, une gestuelle, qui va susciter chez la personne atteinte de troubles cognitifs de l'incompréhension, de l'inquiétude, et qui vont finir par soulever de l'anxiété et de l'opposition, d'où des troubles du comportement. Il est donc nécessaire d'y prêter une vraie attention. Voyons les expressions faciales et ce qu'on appelle la proxémie. Les expressions faciales vont se conserver tout au long de la maladie d'Alzheimer et tout au long de la vie. Donc c'est vraiment très important de faire attention également à sa communication non verbale au niveau du visage. Car effectivement, la communication passe aussi par l'expression des visages. Ces expressions du visage qui peuvent manifester la peur, la colère, la joie, la tristesse, le mépris, le dégoût ou encore la surprise sont des communications qui sont détectables même chez les nourrissons et ce, indépendamment de la culture. Dans la maladie d'Alzheimer, cette reconnaissance est longtemps préservée. Un autre élément de communication inconscient qui est très important à connaître, c'est la proxémie. La proxémie, c'est la distance réelle en centimètres, qui nous sépare d'une autre personne. C'est par l'intermédiaire de cette proxémie que la place et le rôle des partenaires de l'échange vont être implicitement posés. Suivant la distance à laquelle vous mettez autrui, vous lui dites exactement le type de relation que vous voulez avoir avec lui. Généralement, on ne se sent à l'aise avec autrui que s'il respecte une distance d'au moins un bras, environ 50 cm. C'est ce qu'on appelle la distance d'intimité. Seuls nos proches, notre conjoint, nos enfants, peuvent accéder facilement à cette distance. Ainsi, pour parvenir en tant que soignant à entrer dans cette zone d'intimité, pour réaliser une toilette par exemple, ça nécessite d'une part une approche progressive et d'autre part de clairement faire comprendre à la personne que l'on va entrer dans cette zone. Enfin, nous mettrons un petit peu plus de distance avec nos amis, distance personnelle, et encore un peu plus avec nos collègues, distance sociale, et encore davantage avec des inconnus ou des autorités, c'est la distance publique. Quels sont les enjeux de la communication avec les personnes atteintes de troubles cognitifs? Les enjeux d'une bonne communication, d'une communication adaptée aux personnes atteintes de troubles cognitifs sont nombreuses. Elle permet de lutter contre l'apathie, le repli sur soi et l'abandon des communications extérieures, car la personne qui présente des difficultés cognitives et qui s'en rend compte va avoir tendance à parler de moins en moins, de peur d'être mal perçue. De fait, elle va s'isoler et ne va plus pratiquer ses activités sociales habituelles. Bien communiquer a un impact prépondérant sur les troubles de l'humeur et du comportement. Écoutée, apaisée et mieux comprise, la personne aura moins d'anxiété et n'aura plus de raison de manifester de l'opposition ou encore de l'agressivité. Bien communiquer stimule les fonctions cognitives, langage, mémoire, attention et aussi les fonctions préservées des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou de perte cognitive liée à l'âge. Enfin, mieux communiquer permet tout simplement de maintenir l'identité sociale et individuelle d'une personne que l'on accompagne. Dans cette séquence, nous avons vu que la communication était un processus actif entre deux personnes, qu'elle était composée d'éléments verbaux et d'éléments non verbaux, et que ces deuxièmes éléments avaient un impact beaucoup plus important que nous pensions, voire même que les mots eux-mêmes. Nous avons vu les atteintes cognitives qui vont altérer la communication verbale et les codes repères que nous devons maintenir. Nous avons vu enfin que des troubles du comportement peuvent survenir lorsque la personne n'est pas écoutée, qu'elle ne comprend pas ou que sa distance intime n'est pas respectée. Merci et à très bientôt pour une prochaine séquence.